dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Aujourd'hui, je suis doublement contente parce que je suis à Aix-en-Provence, une ville que j'aime beaucoup et qui fait gagner quelques degrés, et parce que je rencontre Marie Grindel, cofondatrice de Mercadier, que vous connaissez sûrement pour ses matières comme le béton ciré ou la chaux, qu'ils ont contribué à rendre plus tendance que jamais. Entre innovation, conseils techniques, créativité, durabilité, savoir-faire, couleur et pédagogie, je crois que j'ai bien fait de venir car les sujets de discussion sont très nombreux. Alors c'est parti. Bonjour Marie. Bonjour Hortense. Alors il y a quelques années, c'était très tendance, le béton ciré. On n'entendait parler que de ça. Aujourd'hui, c'est devenu un peu standard, entre guillemets, on peut dire. Oui, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, le béton ciré, c'est une proposition décorative, alors pas comme une autre, parce que c'est un parti pris, mais ça fait partie des solutions qui se présentent à nous quand on a un choix à faire en matière de décoration. Donc c'est un standard aujourd'hui. Vous en vendez toujours de plus en plus ? Oui, on en vend depuis 2003, donc quasiment, qui est la date à laquelle on a créé la société. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est sollicité pour des projets de grands magasins, d'hôtels, de restaurants, de plus en plus. Donc ça nous fait plaisir. On se dit qu'on fait partie vraiment du paysage de la déco aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le béton ciré ? En fait, quels sont les ingrédients et quel lien, c'est un peu tout bête, mais quel lien avec le béton tout court ? Alors, le terme béton ciré, c'est un terme un peu galvaudé en fait. Un vrai béton, c'est pas du ciment en fait. C'est du ciment dans lequel il y a des charges beaucoup plus importantes. Le béton, on l'utilise pour fabriquer des murs. Nous, en fait, on devrait parler plutôt de ciment teinté puisqu'on est dans des charges beaucoup plus fines. Mais c'est vrai que le terme, alors à l'origine, probablement, on faisait des chapes en béton qu'on lissait et donc c'est devenu par extension le béton ciré en fait. Oui, d'ailleurs, votre produit phare, c'est l'enduit en béton. Voilà, l'enduit béton coloré, qui est donc un ciment avec des charges fines, très fines, et qui s'applique en quelques millimètres d'épaisseur sur des sols, des murs, dans beaucoup de projets en fait. Ouais, comment ça se présente en fait ? Imaginons, je veux faire un sol en béton ciré. Comment ça se présente ? Qu'est-ce que j'achète ? Alors, tu vas acheter de la poudre d'une part, et à côté un liant qui est coloré. Et au moment de l'application, il faudra mélanger les deux dans des proportions qui sont indiquées, évidemment. Et tu auras donc une pâte qui se travaille avec une taloche. Voilà, donc c'est un enduit, c'est pour ça que ça s'appelle un enduit d'ailleurs. Et donc cet enduit va pouvoir recouvrir le support. Et je le fais toute seule ou je fais appel à un expert ? Alors, tu peux le faire toute seule si tu sais déjà un peu bricoler. Et si tu as déjà manié le plâtoir... si tu n'as jamais fait d'enduit de plâtre ou jamais d'enduit, non. Vaut mieux se faire accompagner quand même. Ou alors commencer par un tout petit projet. C'est-à-dire un micro-plan de vasque, quelque chose de très petit. Voilà, une toute petite superficie pour se faire un petit peu la main. Mais il ne faut pas s'attaquer à un salon de 80 mètres carrés quand on n'a jamais fait d'enduit béton. Non, ça c'est sûr. Oui, parce qu'on parle de sol, mais avec le béton ciré, on peut aussi faire le plan de travail, une douche. Alors, on a plusieurs produits, nous. Donc, dans la gamme béton ciré, si on veut rapidement présenter la gamme, on a des enduits. Donc, l'enduit béton coloré dont on parlait tout à l'heure. On a aussi un pur minéral béton, qui est un enduit aussi, qui s'applique de la même manière, mais qui est additionné avec de la chaux. Donc, il y a un rendu esthétique un peu différent. Donc, ça, c'est une première famille. Et ensuite, la famille des sols coulés. Donc, les bétons coulés ont une texture beaucoup plus fluide et ils servent uniquement à faire des sols, en fait. On ne peut pas, comme avec un enduit, venir recouvrir un plan de vasque ou un plan de travail ou un mur. On ne peut pas travailler à la verticale, en fait. Alors, on le choisit pour quel effet, le béton ciré, plutôt dans quelle pièce ?
Alors, il n'y a pas vraiment de limite. Je crois que ce qui attire les amateurs, enfin, la raison pour laquelle on choisit un béton, c'est en général, on cherche un matériau sans joint. Je crois que c'est ce qui va différencier nos produits d'un carrelage. Voilà, ce qui n'exclut pas aussi de marier les deux. Hein. Ça peut être très joli de faire des mariages de matériaux, justement. Mais la particularité des enduits béton ou des sols en béton, c'est qu'on n'a pas de joint. Alors, on peut avoir des joints de fractionnement, etc., mais c'est un matériau qui est très fluide, qui donc esthétiquement peut-être contribue à justement agrandir les espaces, donner de la fluidité. Il n'y a pas de rupture si on veut faire une salle de bain, par exemple, en enduit béton, on peut faire la salle de bain du sol au plafond. Le receveur de douche, enfin on peut tout faire en enduit béton. Donc je crois que ça contribue à uniformiser un espace, à le rendre peut-être plus lisible. Voilà, cette absence de joint, je trouve que c'est très agréable au regard. Et en termes de style, on l'associait beaucoup au style industriel, alors qu'aujourd'hui il peut aller dans tout type d'intérieur. Oui, alors je crois que en fait le béton a quand même ce côté un peu brut qu'on a tous en tête, qui est le béton gris en fait, qui était le béton vraiment à l'état brut. Et nous, on a énormément travaillé sur la couleur, justement pour sortir du gris et pour pouvoir proposer des palettes de couleurs qui permettent du coup de se glisser dans des univers déco très différents. Aujourd'hui, on a des roses poudrées, on a des couleurs terracotta, on a des bleus. Toute cette palette de couleurs permet d'ouvrir le béton à des univers très variés, en fait. Oui, et créer des styles différents. Oui, j'avais noté que vous aviez 150 couleurs. Oui, à peu près. Parce que ça change, on crée des couleurs, on en retire, etc. Mais si on cumule tous nos nuanciers, on a près de 150 couleurs, oui. Et là, vous avez toute une nouvelle palette autour du terracotta, qui est une couleur très jolie et très tendance. Ouais. Comment vous l'avez travaillée ? Cette couleur, cette gamme de couleurs, on l'a travaillée. Déjà, notre enduit béton est un rendu très minéral, c'est-à-dire qu'on aperçoit légèrement le grain, le sable du produit. Et du coup, ce développement de couleurs, moi, m'est venu en regardant un peu le soleil sur la terre et sur le sable. Et je trouvais que ces palettes de couleurs terracotta, qui sont des couleurs très naturelles, qui évoquent tout de suite la terre, le sable, l'argile, lui vont très bien à cet enduit béton. Il y a une conjonction de la couleur et de cet univers de couleurs et de la matière qui est magnifique, en fait. Évidemment, c'est très beau dans des bleus ou dans des tons un peu moins naturels, mais dans cette palette de couleurs-là, particulièrement, je trouve que là, le béton trouve une expression très, très belle. Et on peut se dire que c'est un sol qui est plus froid que les autres. Est-ce que c'est une idée reçue ? Je crois que c'est une idée reçue. Moi, j'adore me balader pieds nus sur des sols en béton. Oui. C'est une idée reçue, en fait. C'est pas plus froid c'est moins froid qu'un carrelage en grès cérame donc voilà, non, le béton n'est pas froid. Alors, juste côté technique, donc je peux le mettre sur n'importe quel support ? Sur de nombreux supports. Ce qui compte, en fait, c'est pas tellement la nature du support, c'est plutôt son état. Il faut que le support soit en bon état, cohésif, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de morceaux qui se décrochent, etc. Notre enduit béton, par exemple, si on parle de lui, ou même de nos sols coulés, ne sont pas des réparateurs de surface. Il faut que la surface ait été préparée. Et ensuite, oui, on peut aller sur de nombreux supports. Et comme tu nous disais tout à l'heure, il y a cet effet très uniforme. Est-ce qu'on a une grosse pression quand on le met, si on fait une trace ou qu'il y a un raté, est-ce que c'est fragile ? C'est quand même des produits techniques. Alors, quand je dis technique, je veux pas faire peur, mais c'est juste que des produits on a besoin de respecter le mode d'emploi. C'est des produits dans lesquels la main de l'artisan ou la main de l'homme, de celui qui applique, est importante. Nous, on a beaucoup contribué à entre guillemets, j'aime pas trop le mot démocratiser, mais on a pas mal évangélisé, nous. C'est-à-dire qu'on a beaucoup expliqué, beaucoup accompagné, beaucoup détaillé nos fiches techniques, beaucoup donné de conseils pour que justement le produit soit applicable par tous, entre guillemets. Toujours, quand je dis tous, c'est quelqu'un de préparé quand même, sans abaisser la qualité du produit. C'est plutôt élever la connaissance de son application. Et c'est en ça que je parle d'évangélisation, c'est-à-dire qu'on raconte le produit, comment on l'applique, mais on le renie pas. Il est ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est un produit qui reste technique et qui a besoin d'être appliqué avec soin. Nos produits sont protégés par des vernis de finition. Et comme tous les matériaux,
évidemment, il faut prendre soin du lieu, mais je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est sollicité pour des lieux avec du trafic, des hôtels, des restaurants, et ça se passe très bien. C'est un produit qui demande à être entretenu, qui demande un peu de soin, mais comme de nombreux produits, comme un parquet, même un sol souple demande à être entretenu. Vous proposez aussi de la chaux que vous proposez sous la marque les Trois Matons, c'est ça? Alors, qu'est-ce que la chaux? Après, qu'est-ce que le béton? Qu'est-ce que la chaux? Alors, il y a quelques années, effectivement, on a racheté... donc, nous, on est quand même une marque implantée dans le sud de la France. Et on a à cœur de valoriser aussi cette tradition et ce patrimoine. C'est vrai que la chaux fait vraiment partie intégrante de notre environnement, on va dire. Alors la chaux est une matière naturelle qui, si on veut revenir un peu sur la fabrication, provient de la combustion de pierres calcaires. Donc on chauffe tout ça, en l'occurrence pour la chaux en pâte qui fait partie de notre gamme, c'est une chaux qui est cuite au feu de bois, qui ensuite est mise, donc on fait brûler des cailloux en quelque sorte. Ensuite on a une poudre et cette poudre on va l'immerger dans des bassins d'eau, des bassins de maturation et on va la laisser maturer plusieurs mois, jusqu'à obtenir parfois une chaux qu'on va dire de qualité monument historique, c'est-à-dire qu'elle aura suffisamment maturé, comme un fromage un peu, pour arriver à une qualité top. Donc ça, c'est la chaux, c'est sa composition chimique, on va dire. Après, partant de cette chaux-là, nous on fait des produits décoratifs, alors un badigeon de chaux par exemple, qui s'apparente un peu à une peinture, on l'applique à la brosse, en passe croisée, et ça, c'est une catégorie de produits. Après, on a des enduits de chaux dans lesquels on rajoute à la chaux du sable pour avoir des rendus esthétiques un peu différents. Et là, le mode d'application est plutôt à nouveau, comme tout à l'heure pour l'enduit béton, au platoir. Donc, à la lisseuse, en fait, qui est un outil trapézoïdal en métal. Oui, parce que d'un même produit, ce que tu me dis, c'est selon leur utilisation ou la façon dont elle est posée, ça peut rendre plusieurs finitions, c'est ça ? Oui, en fait, à partir de la chaux, on a différents produits qui, d'une part, s'appliquent pas de la même manière et d'autre part, n'ont pas le même rendu esthétique. Ce qui est commun à tous ces produits à la chaux, c'est un petit peu le nuançage, le moirage léger, plus ou moins léger qu'on voit notamment sur les murs. C'est des matières qui sont très vivantes, en fait, qui sont nuancées. C'est un nuançage léger, mais c'est pas plat, c'est pas un aplat de couleurs comme on peut avoir avec une peinture acrylique. Oui, parce que souvent la chaux, on peut l'associer aux maisons du Sud. D'ailleurs, là, on sait qu'on est à Aix-en-Provence. Comment on l'a choisi pour quel effet, pour quel rendu? Qu'est-ce qu'on recherche quand on prend de la chaux? Alors, je crois qu'on cherche un rendu très naturel, très doux, un côté vivant. Effectivement, c'est moins plat entre guillemets qu'une peinture acrylique. C'est un matériau aussi dont on dit il laisse respirer le support. Donc ça peut être intéressant dans des bâtis traditionnels, notamment quand on veut un système de construction du mur qui soit respirant en fait. Donc ces propriétés intrinsèques à la chaux, mais je crois que c'est aussi ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est son rendu esthétique en fait, son rendu décoratif. Parce que tu parlais tout à l'heure de chaux en pâte, je crois que ça existe aussi en poudre. Comment on la fabrique, comment on l'utilise? Alors nous, on a dans nos gammes, on a des produits qui ont à peu près le même rendu esthétique une fois terminés, appliqués sur le mur, mais qui, pour des questions d'utilisation, se présentent soit en pâte, soit en poudre. Voilà. Donc c'est vrai que la pâte, c'est plus simple. On ouvre le seau et on applique directement. La poudre, il faut faire son mélange, mais quand on est habitué, c'est pas très gênant en fait. Voilà, les deux sont possibles. Et pareil, on peut le faire soi-même? Oui. Alors un badigeon de chaux, carrément, c'est vraiment très simple. C'est comme une peinture, même en plus simple, je dirais, puisque c'est un peu le hasard de la brosse. Il faut juste faire attention aux reprises, etc. Mais il y a des règles. On fait un pan de mur, on ne reprend pas un mur au milieu, etc. Mais oui, on peut appliquer un badigeon de chaux soi-même. Et pour l'enduit, c'est pareil. C'est comme tout à l'heure. Si on n'a jamais manié, jamais fait d'enduit, il vaut mieux s'entraîner avant, en fait. Mais c'est possible aussi. Et toi, tu préconises dans quelle pièce, la chaux? Moi, je crois que ça peut aller dans toutes les pièces de la maison.
Tout dépend du produit qu'on choisit en fait, mais je vois pas vraiment de limite moi en fait. Et on le voit c'est très beau dans une chambre à coucher, c'est très beau dans un salon. Après il y a des pièces dans lesquelles s'il y a trop de projections d'eau ou par exemple dans une cuisine, on fera attention à quel mur on va traiter à la chaux ou pas et comment on va protéger son mur à la chaux. Et il y a aussi pour l'extérieur. Alors pour l'extérieur, traditionnellement, la chaux était beaucoup utilisée pour faire des façades. Des façades, oui. Donc nous, on a des produits qui vont en extérieur aussi, qui permettent de finir sa façade avec un badigeon de chaux, par exemple. Alors vous proposez aussi toute une gamme de peintures qui est à l'eau. Il y a 3 finitions, 120 couleurs, dont 20 neutres. Comment comment vous avez travaillé ce nuancier ? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer les couleurs, par exemple ? En fait, 120 couleurs, c'est une proposition. C'est-à-dire qu'on a fait des sélections assez drastiques. On est dans un choix finalement assez restreint par famille de couleurs. Donc, on a privilégié des couleurs assez saturées, assez soutenues, parfois un peu vives. Et on s'est inspiré. Alors moi, j'avais énormément d'idées de couleurs, d'envie de couleurs. Donc après, le plus dur, c'est de choisir, de sélectionner. Mais bon, tout est. Enfin, je veux dire, tout est. L'inspiration, elle vient de partout en fait pour créer des couleurs. Moi, j'ai une mémoire visuelle assez importante. Et puis, on a travaillé en équipe. Chacun avait des idées sur le type de couleurs, sur l'équilibre, sur la manière de les présenter, les ordonner. Tout ça pour arriver à une proposition de couleurs qui nous paraissent cohérentes et qui sera amenée à évoluer en fait. Ça peut pas être statique une proposition de couleurs. Ça peut pas être statique parce que la manière d'associer les couleurs évolue. C'est pas tellement les couleurs qui changent en fait. Les couleurs existent déjà partout, mais c'est peut-être l'intensité de ces couleurs-là, c'est la manière de les faire se frotter les unes aux autres, de les ordonner. Donc on sera amené à faire des nouvelles propositions. Alors, je fais une parenthèse parce que vous aviez créé, je parle au passé, tu vas me dire, ADN chromatique, qui est une couleur que on peut créer selon son ADN, c'est ça ? En fait, cette idée nous est venue, on avait envie de raconter quelque chose autour de la couleur, parce que c'était ce qui nous semblait être un peu, en plus de la couleur, dont j'ai beaucoup parlé déjà, mais c'était surtout ce qui nous a guidés depuis toujours, c'est l'accompagnement en fait de nos clients, l'accompagnement. On a démarré assez vite notre histoire avec des boutiques, puisqu'aujourd'hui on a 7 boutiques en France dans lesquelles on a nos propres équipes, donc on a des retours assez immédiats de la part de nos clients, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils aiment pas, de ce dont ils ont envie. Et au-delà de ça, on les accompagne beaucoup dans leurs projets, puisqu'on a des clients qui viennent maintenant depuis. On commence à voir arriver les enfants de nos premiers clients. Donc ça, c'est assez rigolo. Donc du coup, on les connaît. Et cette expertise à la fois couleur et cet accompagnement, on a eu envie de le traduire dans cette expérience qu'on a appelée l'ADN chromatique, qui était finalement la couleur ultra personnalisée. Parce qu'on a vraiment l'impression dans nos boutiques de faire de l'accompagnement et vraiment de la personnalisation du conseil. Quand on fait un conseil couleur, c'est vraiment pour telle personne, c'est vraiment dans un cas très précis. Et donc cette couleur ultra personnalisée, en fait, elle serait le reflet en couleur, le portrait en couleur, la couleur qui définirait la personne. C'est-à-dire une couleur, c'est une synthèse de colorants en fait. C'est une formule, une couleur. C'est un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et puis ça donne une couleur. Et c'est ça qui est magique, parce qu'on bouge un tout petit peu de la formule, la couleur finale va changer. Donc, et finalement, chacun de nous est un petit peu différent de son voisin. Donc si on devait tous se traduire en couleur, cet équilibre de tout ce qu'on est serait traduit dans une couleur différente de son voisin en fait. Et c'est en partant de ça, on a travaillé avec une experte en sciences humaines qui a élaboré. Alors c'est pas un questionnaire, je dirais que c'est plutôt un guide d'entretien, parce que c'était pas un questionnaire avec des questions fermées, ouvertes. C'était plus faire parler la personne un petit peu, qu'elle se livre sur ses goûts, sur sa personnalité, sur ses émotions, etc. Et on sait à quel point les couleurs jouent sur nos émotions, à quel point tout ça est lié. Et du coup, à la fin, on arrive à une formule. Donc, on passait tout ça dans un algorithme et sortait une couleur, en fait. Je parle au passé parce qu'aujourd'hui, on le fait un petit peu moins qu'au moment où ça a été au cœur de notre actualité, on va dire.
Mais cette expérience autour de la couleur, elle était super intéressante parce qu'elle était partie d'un constat un peu comme ça, un peu anecdotique, et puis finalement c'est devenu quelque chose, une expérience humaine. On a tourné un petit film à cette occasion. On a vu des réactions aussi. On a filmé et on a vu l'émotion des personnes à qui on remettait ce pot avec leur nom, puisque aussi au bout du processus il y avait le pot avec. J'aurais pu faire le vert Hortense, ou voilà, je sais pas quelle couleur tu serais Hortense. Il faudrait qu'on y travaille, mais on a vu l'émotion de ceux à qui on remettait ce pot. Et on s'est dit, en fait, on a compris aussi, même si on le savait avant, à quel point la couleur est émotive, à quel point la déco, c'est de l'émotion aussi. En fait, quand on parle déco, on parle de soi, on parle de qui on est, on se raconte dans sa maison, dans ses choix, enfin voilà. La couleur, c'est très important chez Mercadier. Oui, c'est important parce que c'est associé à la matière. Tout à l'heure, je parlais du fait que certaines couleurs vont très bien à certaines matières. C'est un moyen de sublimer certains matériaux, certaines matières. Et c'est alors toutes les matières. Hein. Moi, je pars du blanc cassé jusqu'à des couleurs très très saturées, mais c'est très important de s'entourer de couleurs qu'on aime, et puis de comprendre l'impact qu'elles peuvent avoir sur nous. Ça a été très étudié, ça. Hein. C'est tout à fait ultra scientifique, mais c'est un sujet infini, c'est passionnant, et je pense qu'en déco, c'est primordial, oui, de connaître un peu les couleurs. Alors, vous faites aussi vous avez fait une collab avec Maison Lévy, avec Peppermint. Vous avez même c'est un label, un peu comme on dit Mercadier Édition. Oui, en fait, on a été. Je pense qu'au départ, on a été sollicité. Je me souviens plus très bien de l'histoire avec Peppermint, mais je pense que c'est ça. C'est une rencontre, en fait, et ils nous ont demandé de traduire en peinture, en fait, de faire des couleurs coordonnées à des fonds de papier peint. Et ensuite, on a rencontré Nina de Maison Lévy, aussi autour de cette histoire-là. Oui, c'est en fait peut-être une volonté aussi, à travers la couleur, de sortir un peu de notre univers de marque, de l'univers Mercadier. Bon, on reste dans notre savoir-faire, mais on va un peu épouser des univers un peu différents qui nous correspondent, mais qui sont un peu différents du nôtre. On a aussi, sous ce label Mercadier Édition, on a travaillé sur des tables avec Salomé de Fontaigneux, qui est une artiste qui fait aussi des tableaux, qui fait beaucoup de choses, qui est protéiforme, mais qui a dessiné des tables galets dont le plateau est en béton. Ouais, je les ai vues, elles sont très belles. Ouais. Vous avez, justement, je rebondis, vous avez un peu deux métiers, parce que vous êtes à la fois créateur de matières, toutes celles dont on vient parler, mais vous êtes aussi un peu revendeur d'autres marques. Oui, en fait, notre histoire a démarré. C'est vrai que quand on a démarré, on n'avait pas une idée très précise. On avait une envie, on avait des goûts, mais pas forcément un plan de carrière entre guillemets. Donc, on a fonctionné de manière un peu pragmatique, et on a commencé à ouvrir une première boutique, et puis en nom propre, des boutiques Mercadier. Et en parallèle à ça, on a développé notre activité de fabricant. Donc, on a toujours eu ces deux pieds, en fait, dans le commerce, entre guillemets, dans la boutique, dans la revente, dont je parlais tout à l'heure, qui nous permet de connaître nos clients. Et un autre dans l'activité de fabricant, pour laquelle, pour le coup, là, on a des revendeurs, nous. Mais dans nos propres boutiques, on s'est associés. En fait, on a revendu des marques connues. Donc, on travaille avec d'autres nuanciers que notre propre nuancier. Et tout ça fonctionne très bien, en fait. On peut à la fois... Vous vendez d'autres marques de peinture, on vend d'autres marques de peinture. Et donc, on peut à la fois travailler... Quand on aime la déco et qu'on respecte le travail de chacun, nous, on peut travailler les nuanciers d'autres marques qu'on a sélectionnées. Attention, on ne prend pas n'importe quoi, mais reconnaître leur travail, et puis en même temps tracer notre route en tant que fabricant et avec notre propre identité. Mais le fait d'avoir ces deux activités, c'est vrai, nous permet d'avoir un retour immédiat, entre guillemets, du terrain. J'aime pas ce mot terrain, mais enfin de ce qui se passe, quoi. Au final, on fabrique des produits pour les vendre et pour venir toucher une clientèle. Donc, dans les boutiques, on vit ça au quotidien. Et puis, cette activité de fabricant aussi qui nous permet de nous exprimer sur la matière, sur la couleur. Voilà. Tu parlais des débuts. Comment vous étiez venue l'idée? Tu as fondé Mercadier, je crois, avec ton mari. Oui, c'est ça. On est associés. Ouais. Comment vous étiez venue l'idée? Alors, elle est venue. En fait, on était à un moment de notre vie. En fait, on était un peu en pause. On cherchait une idée on avait envie de changer un peu de vie. C'est souvent des histoires comme ça, d'ailleurs. C'est des histoires de changement de vie. On aimait tous les deux la déco, moi plus l'aspect matière, rendu esthétique, couleur, et peut-être Xavier plus technique,
côté un peu ingénieur qui aime bien farfouiner les matières, etc. Et donc, on cherchait des produits déjà tout simplement pour rénover notre maison. Donc ça a commencé un peu à nous titiller, entre guillemets, parce qu'on cherchait, puis on ne trouvait pas forcément non plus, ni en termes de conseils, ni en termes de produits, et ni même en termes de couleurs, en fait. Donc tout ça est venu un peu bouillonner. Et puis, on a ouvert ce premier point de vente. Et c'est vrai que cette idée de béton nous faisait partie des pistes qu'on avait envie d'explorer, en fait. Et donc, très vite, Xavier a commencé à travailler sur les formules, en fait, d'un point de vue technique, et moi, sur la couleur. Donc, ça a démarré comme ça, en fait, un peu de manière un peu, pas vraiment prévue, mais avec beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, voilà. Et puis, ça s'est développé petit à petit. Aujourd'hui, on est une équipe. Vous êtes combien ? On est 25. On a un nouveau siège social, là, dans lequel nous sommes, dans lequel il y a un showroom qu'on est en train petit à petit de structurer. Oui, où est-ce qu'on peut trouver vos produits ? Il y a ce showroom à Aix-en-Provence, il y a une boutique, je crois aussi, et il y a d'autres... Alors, nos produits, on peut les trouver dans nos propres boutiques. Donc, Mercadier, on a 7 points de vente à Lille, Rouen, Paris, Aix, Bordeaux. Et puis, on peut trouver nos produits chez des revendeurs aussi. Ou également, on fait de la vente en ligne et on a un site internet qu'on a pas mal restructuré l'année dernière en raison du Covid, puisqu'on a eu vraiment un regain des ventes en ligne, en fait. Et donc, on a mis au point un configurateur qui permet justement de simuler un projet et d'avoir ces quantités. Donc, c'est comme un guide d'achat en ligne. En fait, on rentre son support. Il est très bien fait. Il permet d'être guidé, en fait, dans le choix des produits, dans les quantités dont on a besoin, etc. Voilà. C'est vrai qu'avec Mercadier, vous êtes assez proche de votre clientèle. Vous voulez vraiment, t'en parler un peu tout à l'heure, rendre accessibles ces matériaux. Il y a, sur votre site internet, il y a beaucoup de fiches de vidéos, alors que vous pourriez rester opaque, genre le leader un peu de béton ciré. Mais il y a cette notion de transmission qui est importante chez vous. Oui, ça a toujours été... Oui, on a toujours eu envie d'expliquer, en fait, comment on applique les produits. Je crois que c'est peut-être parce qu'au début, quand nous, on a démarré, on avait l'impression que c'était un peu un univers... Alors, il y avait peu de propositions, avec un côté assez mystérieux, un peu inabordable. Et je crois que nous, on a eu envie de percer ça et de dire, mais non, il faut un peu dédramatiser l'affaire et puis raconter un peu comment s'applique le béton, qu'est-ce que c'est. C'est pas réservé à quelques projets un peu de pointe, ça peut être beaucoup plus large que ça. Donc, on a eu à cœur d'accompagner, en fait, de raconter le produit, de donner des renseignements techniques, des trucs, partager nos petits trucs, nos astuces de chantier. C'est vrai que dans nos équipes, il y a quelques personnes qui sont issues du chantier aussi, qui ont fait elles-mêmes des chantiers. On a pas mal de femmes chez nous qui sont de très bonnes applicatrices et qui, du coup, ont eu cette expérience du chantier et donc envie de partager ça, en fait. Qui ont mis les mains dedans et qui savent ce que c'est que de raconter comment on applique un produit. Voilà. Donc, c'est une volonté, toujours, d'accompagner, d'expliquer. On l'a vu là avec les différents produits dont on a un peu parlé. Chez Mercadier, vous êtes aussi beaucoup en train d'innover quand même, de développer de nouvelles matières, de nouvelles couleurs. On parlait du terracotta là pour le béton. Comment vous travaillez ? Vous avez une cellule, j'en sais rien, recherche et développement ? Alors, on a un labo. Déjà, ici, on a un labo dans lequel, avec de l'outillage, dans lequel on peut tester les produits, travailler sur les couleurs. Et après, on fait des chantiers tests. Donc, chez moi, par exemple, on a testé beaucoup de produits. Et oui, on recommence tout le temps. On recommence les formules, on challenge les produits, on se remet tout le temps en question. Et on est tout le temps à la recherche d'idées nouvelles. Vous parlez aussi d'éco-responsabilité. Est-ce que c'est important, ça ? Alors oui, c'est important. Je pense qu'on est tous concernés par cette démarche-là. C'est aujourd'hui, c'est un peu une urgence entre guillemets d'assainir nos procédés. Donc nous, on est dans cette démarche-là. On y travaille, on va dire. On est loin d'être arrivé au bout du chemin. Je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais on contribue. On essaie de rendre nos produits plus propres. Par exemple, on a retiré les solvants de nos vernis progressivement pour aller vers des vernis acryliques qui soient quand même performants, mais sans solvant. Donc c'est une démarche qui nous tient à cœur, avec quand même l'humilité de se dire qu'on est en cours d'eux. On n'est pas arrivé, on n'est pas, mais c'est un souci. Oui, c'est un souci permanent dans nos choix.
dans nos procédés, dans nos choix de matériaux, de matières premières, oui. Parce que c'est vrai qu'avec le regard que j'ai, mais je me trompe peut-être, moi je me dis que vous êtes une entreprise qui travaillait beaucoup les produits naturels. On parlait tout à l'heure de la chaux, le béton, etc. Mais non, tout ne l'est pas en fait. En fait, on ne peut pas dire qu'un ciment soit naturel, hein. Ce serait vraiment mentir. Aujourd'hui, par exemple, notre gamme de peinture est 100% à l'eau. Donc, quand on pense aux gammes de peinture qui existaient il y a quelques années, qu'on appelait les glycéros, on est dans des systèmes beaucoup plus naturels, beaucoup plus, on va dire, propres. La chaux est un produit naturel. C'est pas forcément un produit écologique au sens qui n'a pas un label éco, mais c'est un produit naturel. Donc oui, on est dans cette démarche-là. Quel est ton rôle à toi chez Mercadier ? Alors, mon rôle a pas mal évolué, puisqu'au départ, on était 2, et puis aujourd'hui, on est 25. Donc, forcément, j'ai pu prendre un peu de distance. Vous étiez 2, mais je fais une parenthèse, vous n'êtes pas monsieur et madame Mercadier. Non. Non, c'est pas notre nom de famille, c'est un nom qu'on a choisi, qui veut dire marchand, vieux provençal, en fait. Voilà l'histoire. Aujourd'hui, alors moi je travaille principalement sur en plus d'avoir un regard général sur la gestion de l'entreprise, puisque je suis quand même associée, même si Xavier est plus dans l'opérationnel, et c'est lui qui dirige la société. Mais moi je suis quand même un peu à ses côtés pour ce regard-là d'ensemble sur notre stratégie. Et aussi, plus particulièrement, moi je travaille sur les gammes de couleurs, et aussi sur l'assortiment de certaines de nos boutiques. On a une boutique à Rouen dans laquelle on développe une offre déco globale, des choix de fournisseurs, donc on fait du textile, de la déco, du petit mobilier, etc. Donc je travaille aussi sur cette sélection-là. En fait, aujourd'hui, je crois que mon rôle, c'est d'être un peu garant je suis un peu le garde-fou. Voilà, je suis un peu responsable de l'image de la marque, on va dire. Qu'est-ce que tu fais ? Mais je suis aidée, hein. Je suis aidée, on est... Oui. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors moi, avant, donc c'est vraiment, j'ai parlé de reconversion tout à l'heure, j'ai travaillé dans l'univers du parfum et des cosmétiques. Donc j'ai démarré très jeune chez Pierre Cardin, en fait. Donc j'ai approché cet univers-là, l'univers de ce créateur. Et ensuite, j'ai travaillé de nombreuses années dans un groupe allemand de prêt-à-porter qui s'appelle Escada. Et toujours dans la division beauté, en fait, Escada Beauté. Donc, je travaillais à l'international et je développais des marchés. J'ai beaucoup travaillé en Europe de l'Est, en Russie, Afrique du Nord, etc. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Tu parlais tout à l'heure du confinement. J'ai pas encore rebondi. Comment vous avez vécu, vous, ce confinement ? Est-ce que tu sens qu'il y a eu un essor ? Les gens font peut-être plus de travaux chez eux ou pas forcément ? Et vous, comment ça va ? Comment va Mercadier ? Nous, on a eu une année un petit peu... c'est vrai qu'on faisait le bilan, là, d'un point de vue du chiffre d'affaires. On a passé une bonne année, en fait. Après, on a vraiment remercié notre équipe parce que humainement, c'était quand même compliqué de faire face à des confinements, de devoir réagir, etc. Globalement, on a bien senti quand même qu'il y avait un engouement pour la déco l'année dernière. En fait, il y a eu beaucoup plus de temps libre. Le premier confinement a été juste incroyable. On a été, nous, submergés de commandes sur notre site de vente en ligne. On était autorisés à fonctionner, donc nos points de vente étaient autorisés à rester ouverts. On faisait partie des exceptions, en fait. Donc on a mis en place toutes les mesures sanitaires, etc. Et très vite on s'est remis au travail avec des masques, avec tout ce qui était nécessaire de mettre en place. Mais ça a été une très bonne année, oui, ça a été une très bonne année. Peut-être que ça a été beaucoup dit, mais que dans des périodes d'instabilité et d'incertitude, on se replie un peu chez soi et on s'intéresse à ce à quoi on faisait pas attention. Je sais pas comment l'expliquer, mais du coup on reprend de l'importance, on repeint, ne serait-ce que repeindre un mur. Et puis globalement, je pense qu'on passe tous plus de temps chez nous aussi, donc on a plus le nez sur les détails, on a envie de refaire, on a du temps un peu plus, on sort moins forcément. Donc voilà, donc pour nous c'est plutôt une bonne année en termes de business entre guillemets. Après, on a tous très envie que la vie reprenne son cours, qu'on puisse à nouveau sortir, aller dans des restos, boire des coups, etc. quoi. Ouais. Il y a un engouement aussi pour le retour au naturel. On en parle beaucoup, les matières naturelles, les teintes naturelles. Est-ce que vous le ressentez ? Parce que vous avez un peu le nez dedans, vous, finalement, depuis toutes ces années. Mais en déco, c'est une vraie tendance. Oui,
Oui, je pense qu'il y a une vraie envie oui, certainement de matière naturelle. Alors d'abord parce qu'on parle beaucoup d'écologie aussi, donc c'est dans l'air du temps. Et puis, je crois aussi qu'il y a une revalorisation un petit peu de l'artisanat dans la déco. Donc peut-être que nos produits s'inscrivent un peu dans cette tendance-là, puisqu'ils sont appliqués à la main pour la plupart, avec une pâte. Nous, on écrit toujours que le geste de l'applicateur influera sur le rendu final. Donc il y a la main de l'homme là qui est importante. Donc ça va un peu dans tout. Voilà, nous c'était une envie qu'on avait il y a très très longtemps. C'était notre univers déjà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'on revalorise un peu le travail de l'artisan aussi. C'est important, je crois. Il y a un produit dont on n'a pas encore parlé. Vous proposez des enduits de métallisation à froid. Alors, en gros, c'est une finition effet métal, c'est ça ? Oui, en fait, c'est pas juste une finition, c'est vraiment une poudre de métal. Donc, c'est du métal passé en poudre. Donc, on a 7 métaux différents qu'ensuite on peut travailler. On peut travailler toujours pareil avec des rendus. On peut personnaliser son application. Tu peux nous donner des exemples sur quel support, par exemple? Alors, par exemple, on peut faire une crédence, par exemple, une crédence ou un mur, ou même recouvrir un meuble. On peut customiser un meuble et le recouvrir entièrement de pur métal. Par exemple. Exactement. Et ensuite, on peut soit travailler en relief. Donc, on peut faire un effet croco, par exemple, avec des petits outils. On va faire un effet croco. Alors, quand je le dis comme ça fait un peu kitsch, mais ça peut être très beau. Croco en zinc. Croco, un meuble croco. Mais surtout, on peut faire des oxydations aussi, parce que certains métaux peuvent s'oxyder. Et donc là, on laisse un peu une part à l'aléatoire. C'est ça qui est sympa aussi. C'est-à-dire qu'on maîtrise et on maîtrise pas à la fois. Parce que l'oxydation, on met un oxydant et puis c'est une réaction chimique. On peut un peu maîtriser certains paramètres, mais le rendu n'est jamais le même, en fait. C'est très personnalisé aussi. Et je crois que ce produit plaît beaucoup aux décorateurs, justement, parce que ça leur permet complètement de personnaliser des espaces. On peut mélanger les métaux entre eux. Certains métaux peuvent être mélangés pour une autre tonalité encore. Donc on peut faire mur, objet, crédence, plan de travail, tout. Oui. Après, ce qui va différer, c'est la protection qu'on met par-dessus. C'est-à-dire toujours ce vernis ou cette protection. Sur un mur décoratif, on peut se contenter de cirer, par exemple, juste pour protéger un peu des traces de doigts. Sur un espace un peu plus technique, on mettra plutôt un vernis. Voilà. Tu disais tout à l'heure que ta maison est un peu une zone de test. De test, oui. Ouais, t'essayes beaucoup. On a beaucoup essayé, on essaie beaucoup les bétons. Enfin là maintenant j'ai dit stop, ça suffit. Heureusement on a d'autres chantiers tests où on peut tester les produits. Mais oui, on a un petit peu de béton. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Peinture de chez nous, ça c'est sûr. Voilà. Quel est ton style déco ? Qu'est-ce que t'aimes bien en déco ? À quoi ressemble ton intérieur ? Alors moi j'aime bien les matières naturelles, j'aime beaucoup le bois, les bois foncés. En tout cas j'aime les mélanges, je trouve que c'est ce qui est intéressant. J'aime quand il y a un peu de tension au sens entre la rigueur et la fantaisie. Je trouve que c'est souvent de cet équilibre qu'on n'arrive pas vraiment à calculer à l'avance, mais entre le neuf et l'ancien, entre le rigoureux et l'exubérant. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le bois, donc je ne pourrais pas vivre dans une maison sans bois et sans matière naturelle. Et j'aime les tissus, j'aime les couleurs assez foncées. Je crois que j'ai un univers déco assez masculin, en fait, finalement. Voilà, je suis plutôt bois brûlé et noir fumé que ton pastel. Voilà, c'est plutôt ça mon univers. On parle de se sentir bien chez soi. Toi, qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien chez toi ? Justement, sur quels éléments ou matières tu mises ? J'aime les coussins, j'aime les matières naturelles, je le disais tout à l'heure. Je trouve qu'un plaid en laine, enfin, ce genre de permet de se sentir bien chez soi. Je fais du feu aussi, ça c'est important. J'aime bien l'odeur du feu. Même à Aix ? Même à Aix. On se dit qu'il fait chaud, il fait meilleur. Mais... Oui. Non, à part en été, mais c'est vrai que là, en cette saison, par exemple, je fais beaucoup de feu. Et puis après, je fais ce qu'on fait un peu tous. Je lis, j'écoute de la musique. Alors, j'ai un petit toc, c'est que je change tout le temps les objets de place. Voilà, ça c'est un peu et ça ne va jamais, donc je rebouge encore, je bouge le meuble. Et puis j'ai souvent des envies nouvelles. Alors il y a des intemporels chez moi, des objets que j'ai depuis des années, et puis tout le temps, je crois que ça c'est la maladie de ceux qui lisent trop de magazines de déco. Donc j'ai tout le temps envie de réaménager, de changer, voilà.
Quel est ton dernier achat déco, justement ? Alors, mon dernier achat, je l'ai fait sur un site de brocante en ligne. Et j'ai acheté, j'ai acheté des chaises de Marcel Breuer. Voilà, des chaises tonnées, donc dont l'assise est en canage. Et je voulais qu'elles aient le piétement noir, donc j'en ai pas mal cherché. Donc j'ai réussi à en avoir 6. Elles sont pas tout à fait identiques et c'est ça que j'aime bien. Mais voilà, c'est mon dernier achat. Et elles sont en bon état ? Et elles sont en assez bon état. Voilà. Mon fils a fait un trou dans la 6e, mais je vais l'emmener pour la faire réparer, on va dire. Et qu'est-ce qu'on trouvera jamais chez toi ? Je crois qu'on trouvera jamais Alors, j'ai horreur des meubles en plexiglas, par exemple. Ça, c'est un truc je comprends pas. Donc ça, on trouvera ça, jamais ça chez moi. Eh ben, merci beaucoup, Marie. Merci. Merci, Hortense. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.